Bonjour à tous, bienvenue dans le Pause durable d'aujourd'hui qui s'intitule Pour réduire ses déchets, pensez au poulailler. Donc, qu'est-ce que c'est Pause durable? C'est une heure sur un sujet durable et aujourd'hui, c'est avec la ferme de Paris et je fais partie des acteurs du Paris durable. Donc, je vais d'abord vous présenter qu'est-ce que le dispositif des acteurs du Paris durable. Donc, le dispositif des acteurs du Paris durable, c'est un dispositif qui a été créé par la ville de Paris en 2011 dans quel le but? En fait, on s'est aperçu qu'il y avait plein d'initiatives, plein d'actions, dans Paris, d'entrepreneurs, d'associations, de collectifs d'habitants et même de citoyens qui œuvrent pour un Paris plus durable et le but, c'était réunir tout ça sous un dispositif pour les aider gratuitement dans ces démarche-là. Et donc, comment ça se présente? Il y a d'abord un site qui s'appelle Site Acteur du Paris Durable. Ça marche comme un mini réseau social. Donc, pour devenir acteur du Paris Durable, il suffit tout simplement de créer un profil sur ce site internet. À l'intérieur, une fois que vous avez créé votre site, vous avez créé votre profil et vous pouvez, à la fois poster des événements en lien avec la thématique, donc tout ce qui est, agroécologie, environnement dans son sens le plus large, énergie durable, alimentation durable, consommation durable, bien évidemment. Et vous pouvez aussi à la fois, renseigner des actualités, donc des actualités soit de votre association, entreprise, soit, que vous voulez partager à tout le réseau et vous pouvez du coup, créer à la fois des événements, gratuits ou payants, dans la même thématique et des activités et des actualités. Vous avez aussi sur ce site des fiches pratiques, par exemple, comment devenir éco-volontaire, comment consommer plus durablement, qui sont présents dans les onglets en haut à droite. Et chaque mois, vous avez une newsletter avec une vidéo du mois, une interview du mois avec un de nos acteurs. Et vous avez aussi chaque mois une thématique précise. Les acteurs du Paris durable, c'est aussi un lieu qui se situe dans le 4e arrondissement de Paris, qui s'appelle la Maison des acteurs du Paris durable. Elle est composée de une grande salle au rez-de-chaussée qui peut accueillir 80 à 100 personnes, suivant la disposition. Donc en bas, vous voyez bien, il y a une disposition sous forme d'atelier d'intelligence collective et en dessous sous forme de conférence. Et on a à disposition aussi au premier étage 3 salles, de l'ordre de salles de réunion pour accueillir une vingtaine de personnes sous forme d'ateliers ou de petites formations. Le mot le plus important, c'est la gratuité. Donc nous accueillons gratuitement les acteurs ici pour, qu'ils puissent faire leurs événements, mais ils doivent aussi proposer en contrepartie leur événement gratuit au grand public. Donc c'est un lieu qui accueille du grand public, pour, la sensibilisation dans l'environnement dans son sens le plus général possible. Donc ça parle aussi bien d'écoféminisme que de résilience, que d'alimentation durable, que d'énergie verte, que d'immobilier, tous les sujets que vous pouvez, connaître sous forme, de résilience. C'est aussi un réseau, donc le réseau des acteurs du Paris durable. Je suis animatrice du réseau d'acteurs du Paris durable et du coup, mon métier, c'est de créer des formats qui puissent, rassembler les différents acteurs, les faire connaître et comme, aujourd'hui dans le Pause durable. Et donc du coup, on crée souvent des événements soit en ligne, soit en présentiel pour, s'entraider. Donc parfois, nous avons, des événements, sur, comment consommer durablement, construire durablement, comment sortir du cercle des convaincus parce que, nous sommes, on va dire, nos canaux, réunissent des gens qui sont déjà, au fait, de tout ce qui est lié à l'environnement, mais comment sortir et parler à des gens qui sont totalement, réfractaires, par exemple, à l'écologie et cetera? Comment se faire connaître dans le réseau? Et ça peut même être du stade embryonnaire, quelqu'un qui a juste une idée en tête, qui veut le développer, on est là pour les accompagner via tous ces moyens-là. Et vous avez finalement Pause durable. Pause durable, ça a été créé, en lien avec, le confinement, vu qu'on ne pouvait plus accueillir, en présentiel. Ça a été un outil, qui a très bien marché, heu, pour, faire connaître du coup le dispositif des acteurs du Paris durable et nous sommes à la 4e édition de Pause durable. Donc sous quelle forme c'est? Vous avez d'abord la conférence en elle-même comme aujourd'hui, puis ensuite, c'est comme c'est un événement filmé,
Ce sera ensuite retranscrit sur notre YouTube et ça fera l'objet d'une actualité sur notre site et sur notre Facebook. Et nous avons des moyens de communication pour faire connaître ces différents projets-là. Donc ce mois-ci, nous avons eu 3 pauses durables déjà. Les 2 premières sont disponibles en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Et donc du coup, la première, c'était avec notre acteur Gara sur la construction écologique. Nous avons eu aussi Atelier 21 sur l'autonomie en énergie, donc avec les panneaux solaires, l'énergie musculaire. Et aujourd'hui, nous avons Héloïse avec la ferme de Paris sur la réduction des déchets grâce au poulailler. Le mois prochain, pour le mois de décembre, nous avons prévu qu'un seul pause durable avec les fêtes, etc. Ce sera donc sur l'alimentation durable dans les restaurants scolaires, comment les parents peuvent s'informer sur l'alimentation durable de leurs enfants au niveau des restaurations scolaires avec les petites pâtes. Et ce sera le mardi soir 15 décembre à 19h30. Mais maintenant, je laisse place à Héloïse pour la conférence « Réduire ses déchets, penser au poulailler ». Donc, merci Eva pour ton introduction sur les acteurs du Paris durable. Donc moi c'est Héloïse. Donc comme Eva, je travaille à la ville de Paris, à la direction des espaces verts et de l'environnement, et plus particulièrement à la ferme de Paris. Donc oui, il y a bien une ferme dans Paris. On connaît pas très souvent. Peut-être que vous connaissez déjà si vous avez reçu la newsletter de la ferme de Paris. Donc celle-ci se situe dans le bois de Vincennes. Donc le bois de Vincennes, c'est dans le 12e arrondissement, donc c'est pas à la ferme de Vincennes, dans la ferme de Paris. Et la superficie, c'est de 5 hectares. Donc là, on voit un petit plan de la ferme de 5 hectares. Donc c'est partagé entre parcelles, prairies et de l'élevage. On n'a pas 5 hectares que d'élevage ou de parcelles. Et tout ça est vraiment dans le respect de l'environnement, l'agriculture biologique. Alors voilà pour le plan, je passe rapidement. Donc on va suivre notre petite poule qui va nous illustrer quelques photos de la ferme de Paris. Donc c'est 53 000 visiteurs par an pour des visites libres. Donc on est ouvert les week-ends, tous les week-ends de l'année, et certaines vacances scolaires de Pâques jusqu'aux vacances d'automne. Et donc les 2 mois d'été aussi, vous pouvez venir visiter gratuitement la ferme de Paris dans le bois de Vincennes. Alors après, on organise aussi des activités sur inscription. Donc ici, on a une cueillette au potager. On accueille aussi des différents groupes scolaires, donc de la maternelle jusqu'à l'université. Donc là, on peut, lors de groupes, on peut rentrer dans les enclos des animaux, mais si vous venez visiter la ferme le week-end, c'est vraiment en dehors des enclos. Donc avec les groupes scolaires, on va à la découverte des cultures et des élevages traditionnels d'Île-de-France. On a vraiment des races d'animaux représentatifs en Île-de-France. Donc là, vous pouvez voir des brebis Texel à gauche et puis des chèvres défaussées à droite. Et on leur donne à manger avec les cultures locales. Ici, c'est du sorgho. On organise aussi des chantiers participatifs, donc avec plutôt du public du public adulte, on va dire. Donc ça peut être des chantiers permaculture, des plantations d'arbres. C'était l'année dernière, en hiver dernier. La ferme de Paris, c'est aussi des formations. Donc on fait des formations sur le plan alimentation durable de la ville, des formations sur l'élevage en ville. Voilà, on a une équipe de 10, donc 3 pôles pédagogie, le pôle animal et le pôle végétal. Donc, on fait des formations sur différents sujets. Et voilà, un petit peu un panel, un patchwork de photos qui montre que la ferme de Paris, c'est vraiment une vocation pédagogique. Hein. On fait pas la production est vraiment amenée pour faire de la transformation pour des ateliers pédagogiques, comme vous pouvez voir avec les petits enfants en bas, et des grosses cucurbitacées. Donc voilà, on sensibilise à l'alimentation durable. On peut faire aussi participer des classes aux transhumances dans la ferme. C'est aussi un travail du sol sans labour ni pétrole. Donc là, on voit le travail des chevaux de trait du bois de Vincennes avant de faire le semis de céréales sur la parcelle. Et enfin, donc il y a la ferme de Paris, mais il y a aussi 3 fermes urbaines qui découlent de la ferme de Paris. C'est un peu la ferme mère, on va dire. Et donc ces 3 autres fermes urbaines, elles se trouvent dans 3 arrondissements différents, dans le 13e arrondissement, le 15e et le 18e.
Donc si pour vous c'est très loin la ferme de Paris, vous pouvez aussi, si vous êtes dans le 18e, aller à la ferme de Binet, c'est la plus récente. Elles sont plus petites, elles font entre 1500 et 3000 mètres carrés. Mais vous pouvez retrouver aussi des petits chèvres naines, des poules et des brebis. Donc aujourd'hui, enfin ce soir, on va plus faire le point sur les poulaillers en ville. On a décidé cette thématique parce qu'on est dans la semaine de la réduction des déchets et donc on verra l'intérêt des poules à ce niveau-là, mais pas seulement, on verra d'autres intérêts. Il y a une forte demande de poulaillers en ville, sur Paris en tout cas. Alors, tout d'abord, quel intérêt d'avoir un poulailler? Donc, comme on l'a dit, la poule, c'est un allié zéro déchet. Donc, si on fait un constat actuel, un Français va consommer 365 kilos d'ordures ménagères par an. Et les biodéchets, donc les déchets organiques, ça représente la moitié des déchets d'un ménage. Et en tout, c'est 350 millions de tonnes à l'échelle nationale. Et donc là, les poules ont un rôle intéressant dans le zéro déchet, on va dire, parce qu'elles vont consommer jusqu'à 150 kilos par an. Enfin, deux poules va consommer 150 kilos par an. Et ça représente un tiers du volume des poubelles ménagères pour une famille de 4 personnes. Une poule toute seule, par mois, elle va consommer 6 kilos de biodéchets. Et nous, si, enfin, les poules, on verra par la suite qu'elles ne mangent pas seulement des biodéchets, mais si on décide de la nourrir vraiment spécifiquement à ça, il faudra vraiment s'assurer d'une ration de 160 grammes de biodéchets par jour. Voilà pour l'intérêt recyclage. Donc on peut leur donner dans les biodéchets, on peut donner comme reste alimentaire les épluchures, les feuilles de fruits et légumes, les restes de salade, les croûtes de fromage, les pommes de terre cuites, les légumes et fruits, les féculents, riz, pâtes, les soupes et les sauces, tous nos restes peuvent être consommés par les poules. Il faut juste ne pas leur donner, parce qu'elles n'aiment pas les épluchures, les oignons, les épluchures d'oignons, pardon, de pommes de terre, de bananes et d'agrumes, les pommes de terre crues, donc cuites oui mais crues non, les feuilles de poireaux, donc crues aussi, et le céleri et les os. Ça, ils ne mangeront pas. Bon, les autres intérêts du poulailler. Donc le poulailler, il est aussi générateur de liens sociaux. Comme vous avez vu, nous à la ferme de Paris, on fait beaucoup de sensibilisation. Donc il y a beaucoup de poulaillers qui maintenant émergent dans des jardins partagés. Donc ça permet d'éduquer un petit peu au monde de la ferme en milieu urbain, de partager les expériences entre poulaillers, de créer du lien social entre générations. Et enfin, un autre intérêt, bah, c'est l'alimentation durable. La poule fournit les œufs en direct pour votre assiette. Et en équivalent pour une famille, par exemple, deux poules pondeuses, ça répond aux besoins d'une famille de 4 personnes. Alors justement, en parlant des œufs, donc à vous un petit peu de me dire ce que vous savez sur les œufs des poules. Est-ce que les poules pondent toute l'année? Combien d'œufs elles pondent par an? Et est-ce qu'il a besoin d'un coq pour pondre? Je te laisse Eva voir avec le chat, parce que moi je n'ai pas les réponses. Alors n'hésitez pas dans le chat déjà à répondre à la question. Donc la question, ouais, combien d'œufs toute l'année? Est-ce que toute l'année? Moi je dirais oui. Quelqu'un nous dit un œuf par jour, 190 œufs par an, pas toute l'année et pas besoin d'une coque. Ouais, moi je pense pas avoir besoin de coque non plus. Combien d'œufs par an? Ouais, je dirais un par jour aussi. Pas besoin de coque, elles pondent un peu moins l'hiver. Super. Ça dépend des races. Entre 100 et 300 par an, pas besoin de coque. 3 par jour, on nous dit aussi. Et il y a quand même des connaisseurs. Eh oui. Du coup, bon, bah, je vais vous apporter les réponses. Donc vous êtes pas loin. Effectivement, la poule pond entre 150 et 300 œufs, et c'est en fonction de la race de la poule. Et il y a une petite pause l'hiver, de fin d'automne jusqu'à février pour les plus précoces. Et donc ça, en fait, c'est lié à la lumière, à la luminosité. L'hiver, il fait nuit plus tôt, et en fait, elles ont besoin aussi de 12 heures de jour bien pondre. Et les poules peuvent commencer à pondre à partir de 5 mois. Elles pondent toute leur vie, mais à partir de 5 ans, elles vont vraiment pondre moins. Après, toujours, ça dépend de leur état de santé, de la race, etc. Mais en moyenne, voilà, c'est 5 ans.
Et effectivement, il n'y a pas besoin de coque pour qu'elle ponde, hein. C'est le coq qui va servir à la fécondation, donc l'œuf, c'est un ovule. Et, et puis, donc, il faut récolter tous les jours les œufs pour éviter qu'ils ne chauffent sous la poule. Et aussi, la poule, elle pourrait avoir tendance naturellement à couver, même s'il n'y a pas de coque. Donc voilà, si elle couve, elle ne peut plus pondre. Au niveau de la conservation des œufs, donc la coquille d'œuf, elle est très poreuse, donc si l'œuf est un peu souillé, il faudra vraiment les nettoyer avec un chiffon sec, ne pas mettre d'eau parce que ça pourrait pourrir. On va ensuite noter la date au crayon à papier sur l'œuf et ensuite on le stocke dans un endroit frais et sec et on pourra le consommer dans les 30 jours après la ponte. Alors, est-ce que vous saviez que la poule ne pond pas que des œufs blancs? Donc là, vous voyez un exemple de poule couleur chocolat que la poule marance pond. Et en bas à gauche, on ne voit pas très bien, mais c'est un œuf bleu. Donc voilà, la poule aux œufs bleus. C'est la poule azur, c'est la race azur qui fait ça. Et donc ça, c'est vraiment, ça change rien au niveau du goût, etc. C'est juste l'origine génétique de la poule qui fait que, selon sa race, qui donne cette couleur-là. Donc c'est très pédagogique aussi d'avoir un poulailler, de montrer aux enfants que voilà, un œuf, c'est pas toujours de la même couleur. Au niveau de la consommation des œufs, donc bon, voilà, on va éviter de consommer des œufs s'ils sont abîmés ou cassés, parce qu'ils pourront être contaminés par des bactéries. Et puis si la poule est malade ou sous traitement, on va attendre, par exemple, s'il y a un traitement d'une semaine, on va attendre 2 semaines après. Donc on envoie 3 semaines au total. Alors ensuite, après avoir vu les intérêts du poulailler et la consommation des œufs, la poule, elle est aussi un auxiliaire du jardinier. Donc elle était une alliée zéro déchet, un composteur sur pattes, mais c'est aussi un insecticide naturel. Donc elle va permettre d'entretenir écologiquement le jardin. Elle consomme les indésirables pour les plantes, donc par exemple les chenilles, les escargots, la petite limace, là qu'on voit. Donc ça, elle va se régaler. Et donc, il faudra avoir quand même un espace suffisant si vous avez envie d'avoir un jardin, un espace enherbé important parce qu'elle adore gratter et à la recherche des petits vers de terre. Et vous pourrez aussi récupérer toute la paille souillée par les fientes et en faire du compostage. C'est un super engrais naturel, riche en azote. Nous, à la ferme de Paris, on récupère une fois par semaine on fait le curage et on le met dans un tas de fumier qu'on épand une fois par an sur les cultures. Alors, ok, la poule, on a vu qu'elle mangeait des déchets organiques, donc nos restes alimentaires, mais elle mange aussi les vers de nos jardins. Mais est-ce que ça suffit à nourrir la poule seulement ça? Je refais appel au chat. Alors, du coup, à vos claviers, quelqu'un me dit que en dehors des déchets organiques, non. Alors la question, si vous l'avez pas entendue, elle est sur sur la slide. Que mange la poule en dehors des déchets organiques et des vers de jardin? Euh, Donc il y a quelqu'un qui répond qu'il faut des grains. Oui, moi je pense aussi des grains. Quel type de grains? Préciser, voilà, les grains. Voilà. Blé et mélange, graines et céréales, des cailloux pour les œufs, petites bêtes, graines, plantes, blé, sorgue, voilà. En général des. Ouais. Sorgho? Alors, je sais pas pareil. Bon, en tout cas, il faut dire le Sorgue, céréales. ouais, il y a écrit sorgue. Ou alors il y a écrit coquille d'œuf, d'accord. Blé, maïs, graines, voilà. Un peu. Il y en a peut-être qui ont déjà des poules parmi Oui, il y en les a certains qui chasseurs. ont des poules. Ok. Eh ben, ils respectent bien l'alimentation parce que effectivement, il faut donner une ration journalière de céréales. Donc c'est vraiment la base de l'alimentation des poules, en plus de déchets alimentaires. Donc on est sur 100 grammes de ration par jour de blé et de maïs concassé. Donc c'est bien qu'elles soient concassées de préférence. Nous, à la ferme de Paris, on les nourrit le soir en fin de journée, donc à heure fixe. Toujours s'assurer bien sûr qu'il y ait de l'eau fraîche à volonté et veiller à qu'elle soit propre parce qu'elles boivent beaucoup les poules, surtout pendant les périodes de canicule. Donc voilà, un exemple de céréales qu'on peut leur donner, de l'avoine pour favoriser la ponte, du maïs. Les graines de tournesol aussi, ça va favoriser la couvaison si vous voulez avoir des poussins. Mais on peut leur donner aussi des graines de lin. Le lin, c'est riche en oméga 3. Donc ça, vous aurez des œufs riches en oméga 3. Des graines d'amarante aussi.
voilà, différentes graines qu'on peut leur donner. Et alors, j'ai entendu dans les réponses aussi qu'il y avait des coquilles. Alors, oui, il y a des coquilles qu'on peut leur donner, mais c'est pas. Alors, les coquilles d'huîtres, c'est pas pour. C'est pour les œufs en fait. C'est pas pour elles vraiment, c'est pour consolider la coquille d'œuf en calcium. Et par contre, on va donner des graviers qui va broyer les aliments. Le gravier ou le sable, parce que le gésier, en fait, là on voit un exemple d'une photo de C'est pas sorcier, c'est très instructif. On voit que ça passe d'abord dans le jabot, donc c'est assez humidifié, et ensuite le gésier va vraiment avoir ce rôle de casser, de broyer tous les aliments. Voilà, donc c'est bien apporter des coquilles broyées concassées d'huîtres, de moules et d'escargots pour la solidité de vos œufs. Alors, on peut aussi leur donner un complément alimentaire dit anti-piquage. En fait, si vous voyez que vos poules ont un trouble de comportement et qu'elles s'attaquent entre elles avec les plumes, ça peut être lié à du stress. Et en fait, ce stress-là, soit c'est parce qu'elles sont trop nombreuses dans leur enclos, et dans ce cas-là, il faut agrandir, ou alors il faut rééquilibrer la ration alimentaire. Et donc ici, c'est des sels minéraux. Je vais répondre à ce constat-là comme ça. Alors, que dit la loi sur les poules en ville? Donc, pour respecter la législation, il faut savoir que les poules, c'est les mêmes règles que les animaux domestiques, hein, c'est comme un chat par exemple. L'élevage de poules, il ne peut être fait que dans l'objectif d'agrément, d'éducation et de réduction des déchets. C'est-à-dire qu'on ne va pas élever des poules à des fins commerciales. Et alors, si vous voulez vous lancer dans un poulailler en ville, il faut avoir maximum 50 volailles. Sinon, au-delà, vous serez considéré comme professionnel et ce ne seront pas les mêmes règles qui s'appliqueront. Alors, il y a deux articles à respecter. L'article 26 et L214 du règlement sanitaire département de Paris. Donc, c'est l'article 214 du Code rural et de la pêche. Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Donc ça fait référence au bien-être animal. Et l'article 26, là, il est vraiment sur le poulailler. Il est nécessaire de veiller à ne pas provoquer des problèmes d'insalubrité et à respecter la tranquillité du voisinage. Donc, selon cet article 26, il faut vraiment veiller à ne pas porter atteinte à la tranquillité des voisins. Ça, c'est interdit par la loi. Donc, vous avez le droit de faire un poulailler en ville, mais si vous avez un coq qui chante toutes les heures, votre voisin peut se plaindre et vous pouvez ne pas avoir de poulailler. Pareil pour le caquètement des poules. Donc, on va quand même privilégier de choisir des poules en ville plutôt que des coqs. Et donc, dans ce cas-là, il faudra se renseigner pour acheter des poules, pour savoir que c'est vraiment des poules et pas acheter des poussins, parce que les poussins, on n'est pas encore sûr du sexe au début. Vous pouvez aussi, à Paris, vous référer au guide de l'animal en ville. Donc ça, c'est valable pour tous les animaux, les chats, les covoiturages, les poules. Et en plus du fameux règlement sanitaire du département, vous pouvez aussi regarder votre règlement de copropriété. Si vous êtes copropriété, il faut regarder ce règlement-là à Paris. Alors, sinon, question un peu plus concrète, où installer son poulailler? Donc là, on voit encore une photo illustrée de la ferme de Paris. Donc ici, on a des coucous de rennes. Et donc, il faut toujours avoir un sol bien plat pour éviter le ruissellement des eaux, une surface enherbée pour qu'elle puisse gratter la terre, voilà, elle adore gratter naturellement. Et un poulailler de préférence orienté sud-est à l'abri des vents dominants. Alors, il y a différents types de poulaillers. Ici, on appelle ça un tractopoule, c'est un poulailler mobile. Donc, on peut l'acheter en animalerie. Ou alors on peut aussi le construire par nous-mêmes. Donc ici il est fait en bois et avec un grillage assez fin, un grillage à poules. Donc ça c'est valable pour tous les poulaillers, de bien faire un grillage pour les protéger des prédateurs. Donc ici pour le tractopoule, on va mettre à peu près 2 à 3 poules, ça va dépendre de la race et de la taille de la poule. Si c'est des coucous de rennes, on va mettre deux poules parce qu'elles sont assez, à peu près 3 kilos, elles sont assez bonnes en chair. Et puis, donc un tractopool ne va pas nécessiter de déclaration au niveau de l'urbanisme.
Par contre, si vous avez un poulailler, si vous mettez un poulailler en dur, ça sera les mêmes réglementations que les abris de jardin, réglementation urbanistique au niveau du PLU. Et il faudra veiller à déposer un permis de construire s'il est supérieur à 20 mètres carrés sur 2 mètres de hauteur. Alors, comment équiper mon poulailler? Donc là, encore une photo qui illustre celui qu'on a à la ferme. Pour garantir des bonnes conditions d'élevage, il faut que le poulailler ait un abri et il donne accès au plein air. Donc comme ça, la poule, si en cas d'intempérie, elle peut aller se réfugier à l'intérieur. Euh, et à l'intérieur de cet abri, on va retrouver on va retrouver un éclairage naturel, c'est très important pour pas perturber leur cycle naturel, pour pas qu'elles soient stressées, qu'elles pondent trop ou pas assez, au contraire. On va retrouver une mangeoire avec les graines de céréales ici. Derrière un abreuvoir pour l'eau. Les pondoirs garnis de paille. Il faut au moins un pondoir pour 3 poules. Donc en fait, ici on a mis de la paille, on a aussi mis de la paille au sol comme litière végétale, mais ça peut être une autre litière végétale. Si vous avez du foin, vous pouvez, si vous avez des copeaux de bois ou de la paille de lin, c'est aussi bon comme litière absorbante. Il ne faut juste pas que ce soit sur un sol bétonné. À l'intérieur, on va respecter aussi une surface de 0,5 m² par poule. Et puis, très important, il faut des perchoirs parce qu'en milieu naturel, la poule, elle dort perchée pour se réfugier des prédateurs. Donc il faut avoir des perchoirs qui sont à peu près à 80 cm de hauteur. Si un renard arrive à s'introduire, si c'est 40 cm, il peut se mettre debout et attraper une poule. Donc au moins 80 cm. Et puis 18, enfin les normes de l'agriculture biologique, ce serait 18 cm de perchoir par poule. On va prendre le perchoir. Donc, on voit donc là, ce sont des mâles qui dorment à la ferme, perchés. Donc, ils ont besoin à peu près de 8 heures de sommeil. À proximité du poulailler, on va retrouver un point d'eau pour l'abreuvoir et puis pour entretenir le poulailler, pour le nettoyage. Pour stocker la nourriture dans des containers fermés hermétiquement, pour éviter la présence des rats. Puis on peut aussi installer un système de compostage des déchets si on a suffisamment de place. Alors donc on a vu le parcours à l'abri à l'intérieur, comment équiper le poulailler à l'intérieur, mais le parcours extérieur, comme je vous ai dit, est très important. Il faut respecter, là on est sur 5 mètres carrés par poule, on était sur 0,5 à l'intérieur, donc là 5 mètres carrés par poule. Ici sur la ferme on a 10 mètres carrés par poule. Donc ça c'est les critères de l'agriculture biologique. On va s'assurer de bien clôturer avec un grillage et enterrer ce grillage à 30 cm pour éviter que fouines, renards et rats puissent se faufiler. On va également mettre, comme on voit au-dessus, un filet tout le long de la basse-cour. Enfin, on a vraiment toute une basse-cour. Donc ça va être contre les pigeons et les corneilles. Et puis en ce moment, il y a un cas le virus de la grippe aviaire, donc pour éviter d'avoir des fientes d'autres oiseaux migrateurs contaminés. Ensuite, dans le parcours, on va installer un bac rempli de sable ou, euh, ou de terre. Nous, on a creusé un trou avec de la terre, comme ça, elles vont pouvoir s'épouiller pour enlever les parasites, les poux qu'elles ont sur elles. Donc, c'est très important d'avoir ce bac de sable ou de terre. Le poulailler, on va aussi retrouver, on voit que le poulailler est végétalisé et la végétalisation va permettre aux poules d'avoir de l'ombre, de pouvoir s'abriter aussi s'il y a des petites pluies. Et donc là, on voit encore une photo du poulailler végétalisé. Donc à quoi ça sert de végétaliser le poulailler? Ça sert à naturellement leur offrir un meilleur cadre de vie. Ah, ça va aussi servir à créer des zones tampons pour éviter une trop forte pollution du sol avec leurs fientes et les nitrates. On va privilégier une variété d'essences. On va voir après ce qu'on peut mettre dans le poulailler. Par exemple, des plantes médicinales qui sont intéressantes dans l'alimentation des poules. Alors ça, on va voir, c'est pas une liste non exhaustive d'une végétalisation de poulailler. Là, c'est des arbres fruitiers.
Donc ça peut être un complément alimentaire dans le poulailler. On peut mettre des abricotiers, des poiriers, des pommiers, des pêchers, des figuiers, des framboisiers. On a mis beaucoup de framboisiers, des kiwis. Aussi au niveau des plantes médicinales, alors c'est intéressant l'ortie. Que l'ortie, donc tout en bas, elle va vraiment elle va ouais, stimuler la ponte. Elle est contre l'anémie, donc on peut la donner sous forme de feuilles fraîches ou sèches, ou même les graines. La consoude, ça va permettre de désinfecter. Le géranium contre la gale. L'armoise comme vermifuge. Voilà. À droite, on voit les petites recettes, comment les mettre dans le poulailler. Couper en morceaux, mélanger au grain, par exemple, de l'armoise. Donc, c'est que des plantes acclimatées en région Île-de-France. Alors, il y a aussi des plantes très intéressantes qui sont utilisées pour repousser les prédateurs. Par exemple, la lavande, avec sa forte odeur, si vous la plantez autour du poulailler, ça peut repousser les rats. La menthe poivrée aussi, avec cette forte odeur, c'est contre les rats. La rue contre les puces. Et la tanésie, vous pouvez faire des feuilles fraîches ou sèches et l'incorporer directement à la litière, donc dans le poulailler avec de la paille, vous mettez quelques petites fleurs de tanésie, et ça sera contre les pousses, les puces et les punaises. Alors attention quand même, certaines plantes sont toxiques, donc si vous avez un grand jardin et vous avez la main verte, attention de ne pas, enfin, si vous avez des poules dans votre potager, faut faire attention de ne pas mettre de la rhubarbe par exemple, parce que les feuilles sont toxiques, les graines de ricin, toute la plante du tabac, lactée rouge, exemple. Alors, on pourra vous envoyer par mail la palette végétale du poulailler, parce que là c'est vraiment des extraits, hein, je pense un peu plus vite. Alors là, on va voir maintenant la partie entretien du poulailler avec un collègue de la ferme qui va entretenir le poulailler d'une ferme urbaine à Kellerman. Je vais expliquer qu'il y avait 3 fermes urbaines, donc on a aussi des poules dans les fermes urbaines. Et donc là, il va nous expliquer, on va voir en vidéo comment bien nettoyer le poulailler.
a vu comment bien entretenir son poulailler. Donc vraiment une fois par semaine et puis 2 fois par mois avec du vinaigre blanc. Donc ça, tout ce soin, l'entretien du poulailler, ça va vraiment assurer le bien-être de l'animal. Donc ça, c'est en agriculture biologique. On va vraiment éviter les traitements. D'ailleurs, les antibiotiques sont interdits. Et en faisant tout un soin préventif, on va prévenir justement des maladies et on n'aura pas à donner, enfin les poules tomberont moins malades et on peut quand même assurer 2 cures préventives naturelles par an contre des parasites intestinaux. Donc ça, vous pouvez retrouver la vidéo en entier d'ailleurs. Là, on a pris juste un extrait, mais dans la vidéo en entier, on voit aussi ces cures préventives. Donc en cure préventive, on peut ajouter de l'ail broyé 1 fois par mois dans l'alimentation, donc avec les déchets organiques par exemple. En tant que pour la cure préventive pour les parasites, on peut aussi diluer du vinaigre dans de l'eau. Donc comme je disais, les antibiotiques sont interdits. Les vaccins à éviter, alors qu'on peut aussi parfois acheter des poussins qui sont déjà vaccinés contre certaines maladies. Et si tout va bien, une poule peut vivre jusqu'à 10 ans. Après, voilà, toujours en fonction un petit peu de son état, de son bien-être tout au long de sa vie et de sa race aussi. Alors, pour un petit quiz de fin, on va refaire appel au chat. À votre avis, combien de races de poules existent-t-il dans le monde? Alors, il y a plusieurs choix de réponse, 50, Alors, 200, quelqu'un dit, 3000. ouais, enfin, plusieurs personnes disent 3000, beaucoup, on nous dit. Après, il y a le choix dans le, dans le chat. 1000, il y a une réponse pour 200, la plupart c'est 3000 ou 1000. Ah ouais. Eh ben non, c'est moins que ça, il y a bien 200, enfin un peu plus de 200. Et en France, il y en a à peu près 45. On en retrouve 45, donc enfin des 45 on va vraiment utiliser plutôt comme race dite rustique et locale. Nous, par exemple, à la ferme, comme vous l'avez vu, on a la coucou de Rennes, la troisième en haut. Donc celle-ci, elle est très résistante. Et en fait, elle vient vraiment de Normandie et de Bretagne. Donc elle s'acclimate bien à Paris, à nos régions. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de poules hybrides. Mais les poules, en fait, enfin, l'origine de la poule, c'est Gallus gallus, c'était il y a 8000 ans. Et ensuite, c'est le coq doré, on l'appelle aussi. Mais après, voilà, il y a eu plusieurs variétés de poules, hybrides ou non. Donc, nous, on favorise vraiment des races locales et parfois aussi pour de la sauvegarde de poules. Par exemple, on travaille avec l'écomusée de Rennes pour avoir, sauvegarder certaines espèces. Donc là, on voit quelques portraits, hein. La poule pondeuse rousse, elle est assez commune aussi. La Sussex, on la retrouve dans les fermes urbaines. La Azur en bas à droite, c'est celle qui fait les œufs bleus. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, les poules peuvent pondre des œufs bleus aussi. Et la Marance, les œufs chocolat. Donc voilà, donc ça fait partie aussi d'un bien-être animal, de bien choisir sa poule pour éviter qu'elle tombe malade, parce que ces races-là vont être moins sujettes à des maladies. Donc pour bien choisir sa poule, il faut aussi au moins toujours avoir 2 poules. La poule est un animal sociable, donc seule, elle serait bien trop triste. Donc, on privilégie le choix de 2 poules et des poules de préférence de même race, de même format, parce qu'il peut y avoir aussi une concurrence hiérarchique au sein du poulailler. Donc, des poules naines face à des grosses poules de chair, ça peut peut-être ne pas bien cohabiter. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que vous êtes prêts à en adopter? Mais peut-être dans les participants, j'ai l'impression que beaucoup peut-être ont déjà des poules. Merci en tout cas de votre attention et passer aux questions. Alors juste avant les questions, on pourra envoyer quelques guides de poulailler urbain par exemple, pour bien installer son poulailler en ville, le guide La palette botanique pour toutes les plantes pour végétaliser son poulailler, parce que tout à l'heure j'en ai énuméré quelques-unes, mais il y en a encore beaucoup plus. On a aussi des dossiers pour faire son poulailler en bois de palette.
Alors, il y a beaucoup de questions. La première question, c'est une remarque qui demande de ton avis. J'ai des poules et elles ont vraiment du mal à manger les épluchures. Est-ce que tu, du coup, aurais une astuce pour ça ou pas? Bah, est-ce que c'est des épluchures comme on a vu? Il y a certaines qu'elles aiment pas, des celles avec forte odeur, les agrumes, elles aiment pas, le céleri, le poireau. Mais normalement, de la viande, des pâtes, de la soupe. Peut-être que c'est épicé. Les épices, elles sont pas, elles en raffolent pas. Mais je sais pas, ça dépend. Peut-être couper un plus petit ou je sais pas. Peut-être Après, il y en a, elles couper, ont leur caractère. mm. Alors, une autre question. Que fait-on des poules quand on part en vacances? Eh ben, il faut bien s'entendre avec ses voisins, ou alors avoir un poulailler collectif et puis et s'arranger à tour de rôle. Ouais, non, c'est vraiment voir avec ses voisins pour aller alimenter au moins en céréales tous les jours, les sortir, les rentrer. Ouais, un peu comme les animaux de compagnie habituels, avec un peu plus Oui, d'entretien oui, quotidien. c'est ça. Comme on l'a vu sur un article de loi, il faut bien favoriser son bien-être comme un animal domestique, hein. Donc un chat, quand on part en vacances, on ne l'abandonne pas non plus, on essaie de trouver une Mm. solution. Alors, peut-on mettre de la sciure de bois comme litière? La sciure de bois, oui. Oui, oui, on peut mettre D'accord. des copeaux de bois, la sciure de bois. On peut mettre différents paillages, hein. Moi, j'ai cité le paillage de blé, hein, les tiges de blé, parce que c'est ce qu'on a comme ressource, mais il y a plusieurs comment dire, litières bien absorbantes. Le lin aussi, c'est très intéressant, la paille de lin, si vous êtes en Normandie, par exemple. Après, vous pouvez aussi en trouver. Tout le monde n'a pas l'accès facile au monde agricole et connaît pas tous les agriculteurs, donc ça peut s'acheter aussi dans des jardineries, hein, des petits bacs de foin ou de paille. Sinon, sur des sites de vente aussi, il y en a qui proposent Le bon coin. gratuitement, ouais, Mm. c'est ça, gratuitement des choses comme pour les verres de compost. Il doit y avoir des sites qui doivent donner aussi gratuitement. Après, évidemment, à renouveler souvent, peut-être pas, mais est-ce que un balcon est un endroit suffisant pour des poules? Mm. Un balcon bétonné, j'imagine. C'est pas l'idéal, hein, comme si vous avez bien suivi toutes les diapos. Il faut vraiment que les poules, elles aient quand même un accès au plein air, qu'il y ait un espace enherbé où elles puissent gratter, s'épouiller par rapport aux parasites. En fait, le risque sur un balcon, c'est pas interdit par la loi, hein, mais c'est que ça va créer de l'insalubrité par les fientes, etc. Et puis sur un balcon, ça veut dire voisinage, ça veut dire aussi qu'il y aura des soucis de nuisance sonore possiblement. Donc voilà, c'est vraiment dur de répondre à une question comme ça sans savoir le mètre carré, mais bon, si vous avez bien vu si vous avez bien suivi un petit peu la conférence, faut respecter quand même un certain nombre de critères, hein. Donc 5 mètres carrés par poule, de l'herbe, une litière pour qu'elle puisse gratter. Enfin, ce serait de mauvaises conditions à mon avis sur un balcon. Ouais, et puis ça peut pousser au stress et du coup perte de plumes et Oui, voilà, agressif. équipage, ouais, agression par le stress. Alors, comment supporte-t-elle le froid? Ouais. Et ben, elle se porte en se réfugiant à l'abri du poulailler. Par exemple, nous, à la ferme de Paris, l'hiver, on les rentre de toute façon naturellement tous les soirs pour les abriter de tous les prédateurs qu'on a cités auparavant. Et là, pour le coup, parfois l'été, on leur court un petit peu après parce que le jour se couche plus tard. Mais là, elles sont un peu frileuses et elles sont contentes de retrouver le poulailler avec de la paille qui les maintient bien au chaud. Et ça fait vraiment une isolation thermique, hein. Si un poulailler peut être isolé, on peut bien mettre une bonne couche de paille. Elles sont bien dans un bon confort. Et puis c'est comme les autres oiseaux, quand il fait trop froid, elles gonflent, enfin elles mettent de l'air dans les plumes et ça, avec la peau qui est un peu plus chaude, ça chauffe l'air qu'il y a entre les plumes. Un peu comme nos doudounes à base de plumes d'oiseaux ou des doudounes synthétiques qui englobent l'air dans les différentes poches entre notre peau et l'extérieur. Les poules rentrent-elles d'elles-mêmes au poulailler le soir? Ah bah oui, du coup, j'ai répondu. Pas toujours, bah, en fait, ça dépend un peu la saison, hein. L'été, c'est plus difficile parce que nous, on les rentre vers 17 heures
Et parfois, comme elle fait nuit tard, mais l'hiver, elle rentre d'elle-même au poulailler pour dormir. Dès que la nuit tombe, c'est pas compliqué de les rentrer. Mais encore une fois, elles rentreront si c'est bien équipé le poulailler, en fait. Il y a de la bonne paille installée, si c'est à l'abri des courants d'air, si c'est bien isolé aussi, qu'il n'y ait pas de vent qui passe. Ouais, elles peuvent être douillettes, hein. Après, il y a certaines races qui sont un peu sauvages et qui aiment bien dormir perchées dans les arbres, hein, mais ça, c'est un petit peu moins l'hiver quand même. Alors, on va faire encore quelques questions, même s'il y en a beaucoup que j'en ai amassé. Comment protéger le poulailler des indésirables, surtout les rats? Alors, bah, comme on l'a un petit peu vu, les rats, on peut mettre de la lavande ou certaines plantes, des plantes odeurs autour du potager pour les faire fuir. On peut aussi, bien sûr, mettre des grillages, ouais, creuser le grillage à 40 centimètres pour pas qu'il puisse passer en dessous. Protéger la nourriture aussi, les graines, parce que c'est ça qui attire les rats, hein, surtout là, à la ferme de Paris, ça reste dans Paris, hein, le deuxième arrondissement, donc on a parfois, on peut avoir des problématiques sur les rats, donc bien s'assurer que les aliments soient dans des endroits fermés hermétiquement et que nous on accepte que les rats ne puissent pas rentrer dans des grosses bennes euh, à céréales. Ouais, pour les rats, c'est ça, bien isoler la nourriture, mettre des grillages et des plantes naturelles autour du poulailler, je dirais. Et comme disait Enora dans le chat, les mangeoires ouais, et abreuvoirs en hauteur et autour de l'enclos, un muret bien profond dans le sol pour dissuader les rats de creuser. Mais c'est vrai que dans Paris, niveau rats, ouais. Oui, oui, les abreuvoirs, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais oui, toujours surélevés, surtout pour éviter que ce soit aussi souillé hein, par les fientes, mais aussi pour pas que ce soit directement accès aux rats qui sont plus bas, quoi. Du coup, quand c'est la deuxième question est liée, il vaut mieux donner les graines à la volée ou en distributeur pour Euh, les rats. Du coup, vaut Bah, c'est mieux. mieux de donner dans l'abreuvoir, oui. Après, nous, à la ferme, on donne à la volée parce que on a des classes, donc parfois on peut participer au nourrissage des enfants, mais c'est directement mangé par les poules. Tandis que si on mettait à la volée et qu'il y avait des restes, ça pourrait attirer le soir les rats. Donc, il faut quand même bien concentrer la nourriture pour éviter ouais, que les rats. Surtout, c'est important par rapport aux déchets alimentaires, surtout, plus que les graines, parce que les graines, elles en raffolent, elles mangent assez ça rapidement, mais le lendemain, quand on va remettre des graines, la portion journalière, vérifier que les déchets alimentaires soient bien terminés et qu'ils ne peuvent pas attirer d'autres rats, justement, par les restes de la veille. Alors, on va faire deux dernières questions avant de mettre fin à cette pause durable. Euh, Combien de mètres carrés, je crois que la réponse a déjà été répondue, mais combien de mètres carrés de jardin par poule au minimum? Bah, C'est 5 mètres carrés en agriculture biologique, en extérieur, 5 mètres carrés, et après en intérieur, dans leur abri, faut cueillir 0,5 mètres carrés. Et une question niveau éducation, est-ce qu'on peut élever des poules dans les crèches? Dans les crèches, d'ailleurs, si on a Les une poule dans crèches, la les crèche. écoles. Ouais, est-ce Oui, qu'ils peuvent bah, faire un poulailler dans la crèche et les écoles? ah oui, bien sûr, ouais, c'est très pédagogique. Ou alors les claresses viennent à la ferme de Paris. S'il manque d'espace, on reçoit beaucoup de scolaires qui viennent voir justement comment mange une poule. On fait aussi participer parfois des, des classes pour refaire des paillages, après avoir fait la désinfection de la basse-cour, hop, on peut mettre de la paille propre pour les petites poules. Mais oui, dans les écoles, il faut voir avec sa direction, il faut voir la surface de la cour. Enfin, il y a quand même plusieurs facteurs à prendre en compte, mais en soi, c'est pas impossible. Puis ça dépend aussi s'il y a des personnes assez motivées pour l'entretien quotidien et Oui, etc. il y a aussi ça, oui. Mais en soi, il y a déjà le programme Mon Verger dans les écoles, et les poules, par exemple, on peut les installer aussi sous des vergers parce que ça va aller manger les petits vers au sol qui vont justement après sur les pommes. Donc ça peut, comme je disais, que c'est un auxiliaire du jardin, la poule. Donc voilà, c'est pas bête d'associer verger et poulailler. Alors, est-ce que j'ai une dernière petite question? Une poule peut-elle voler ou bien saute-t-elle jusqu'au perchoir? Et on finira par cette question-là. Ah non, elle peut voler. Alors, elle n'est pas une grande, c'est pas une grande voleuse, hein, mais elle peut voler, oui, jusqu'à son perchoir.
Après, il est pas non plus, il a 80 centimètres en général, 70-80 centimètres. Après, vous pouvez faire des escaliers si jamais elles ont des problèmes pour voler, enfin des espèces d'étages, je veux dire. Mais c'est quand même préférable de mettre un perchoir de la même de la même hauteur, pas faire des différents niveaux de perchoir parce qu'en fait les poules entre elles, comme je disais, il y a parfois une supériorité qui s'installe par la hiérarchie et donc une poule dominante a tendance à avoir se mettre tout en haut et elle pourrait donner des coups de bec aux autres. Donc c'est quand même bien d'avoir vraiment un perchoir de même taille. Eh ben, très bien, merci beaucoup Héloïse. Merci Merci beaucoup à à vous tout le monde d'avoir suivi. d'avoir... Ouais, avec plein de questions super intéressantes. Code, au revoir. Très intéressant. Bah, merci beaucoup, merci à tous. Et n'hésitez pas à rester connectés sur notre site internet ou sur notre Facebook aussi pour rester au courant des autres postes durables. Et nous vous souhaitons une très très bonne soirée. Oui, À bonne très soirée, bientôt. merci, au Au revoir. revoir.